Comment se préparer à l'entretien de l'oral de l'EAF? Vous allez, grâce à cette vidéo, pouvoir réaliser une fiche de révision sur chacun des descriptifs de séquence. Nous allons commencer par la séquence 1. Commençons par la séquence 1, intitulée « De l'accessoire à l'objet théâtral ». Si le correcteur vous demande ce que vous avez compris de ce titre, vous direz d'abord que ce titre évoque l'accessoire, et l'accessoire ici n'est qu'un objet qui n'a d'autre sens que d'appuyer le jeu de l'acteur. Il est accessoire, superflu, comme son nom l'indique. Et quand il devient un objet, eh bien, il devient source de sens, il devient signifiant, avec une fonction dramatique, il sert l'action, avec une fonction symbolique, il a un sens symbolique ou métaphorique, et une fonction référentielle, il inscrit dans un temps que l'on reconnaît, une époque donnée, une société donnée. Il peut aussi vous interroger sur la problématique. Quelle réponse donneriez-vous à cette problématique? En quoi la place de l'objet au théâtre permet-elle de réfléchir à l'évolution des formes théâtrales du XVIIe à nos jours? Eh bien, l'on peut dire d'abord que l'objet au théâtre se développe en même temps que se développe la notion d'espace scénique dans les textes par le développement principalement de la didascalie qui complète le langage verbal, c'est-à-dire la parole des personnages. L'espace scénique devient donc un espace où se côtoient un grand nombre de signes visuels, sonores, qui sont aussi signifiants que le texte parlé et la parole des personnages. Le correcteur peut aussi vous interroger sur la cohérence des lectures analytiques au nombre de 4 dans cette séquence. Il peut vous dire, voilà, vous avez travaillé sur Molière, sur Beaumarchais, sur Victor Hugo et sur Beckett. Quel lien avez-vous fait entre ces textes? Eh bien, vous pourrez dire que d'abord, on retrouve dans ces textes le couple maître et valet. Dans le texte de Beckett, on retrouve un renouvellement du couple maître et valet par le couple dominant-dominé. Nous voyons une évolution du couple maître et valet, puisque le valet dans Don Juan est un valet bouffon. Voilà. Un valet bouffon qui distrait le maître. On voit bien la figure du valet s'émanciper du pouvoir du maître chez Beaumarchais. On voit surtout un nouveau valet qui a des sentiments, qui souffre, rêve, a des idéaux. Un vrai héros romantique dans le texte de Ribla. Vous pouvez dire un ver de terre amoureux d'une étoile, et il prend une dimension tragique. Enfin, un valet qui n'est plus vraiment un valet, mais qui incarne l'humanité souffrante dans un théâtre où le personnage est en crise, l'action est en crise, le cadre est en crise et le langage est en crise. Donc une évolution du théâtre pour une évolution du texte théâtral. On le voit bien, le texte de Molière à Beaumarchais, en passant par Hugo et par Beckett, le texte va de plus en plus devenir didascalique. Les didascalies s'installent dans le texte au moment où la mise en scène prend de plus en plus d'importance pour les auteurs de théâtre. Activité complémentaire, article objet théâtral de Michel Corvin. Le correcteur peut déjà vous interroger sur le contenu de cet article. Vous direz dans un premier temps, et je vous donne ici les grandes lignes du contenu de cet article, que l'objet est un élément concret de la scénographie. Qu'ensuite, il ne faut pas le confondre avec le décor, l'objet reste maniable,
Mais objet et décor se complètent et souvent se mélangent. Ensuite, il dira aussi que Tchekhov disait « Un fusil accroché au mur au premier acte doit tirer au quatrième ». On voit bien ici dans cette citation que l'objet doit avoir un sens dans l'action, donc une fonction dramatique, et non pas une fonction décorative. La très grande présence d'objets sur une scène de théâtre, d'objets homogènes, c'est-à-dire se ressemblant, ayant un caractère commun, va créer une ambiance réaliste. Exemple, créer une chambre, une cuisine, l'intérieur d'une maison. De même, ou au contraire, la très grande présence d'objets hétéroclites, donc très différents, d'univers très différents, comme c'est le cas chez Irina Brouk, crée plutôt une scène imaginaire où le spectateur recrée l'espace, recrée l'histoire et les images de l'histoire. Enfin, il nous dit aussi que l'objet est représentatif d'une classe sociale et que du coup, il ancre dans une réalité sociale, une fonction référentielle. Et enfin, il dit que l'objet peut être détourné de sa fonction première, ce qui est une pratique courante de l'improvisation, on le verra dans la mise en scène d'Irina Brouk. Toujours dans le cadre de l'entretien, le correcteur peut maintenant vous interroger sur le groupement de textes autour du théâtre tragique grec, dont la question était « Quelle est la fonction de l'objet théâtral dans ces trois textes ?» Et s'il vous pose la question, à savoir qu'avez-vous retenu de ces trois textes, vous pouvez d'abord dire que nous avons ici trois extraits des trois principaux tragédiens grecs du 5e siècle avant Jésus-Christ, Échille, Sophocle, Euripide. Qu'ensuite ces trois textes évoquent le mythe des Atrides, dont les protagonistes sont Agamemnon, Clytemnestre, Électre et Oreste. Agamemnon tué par Clytemnestre dans le premier texte. Dans le deuxième texte, Oreste fomente sa vengeance avec l'aide d'Électre. Et dans le troisième texte, nous sommes après le meurtre d'Agamemnon et la vengeance. C'est la continuité de l'histoire d'Oreste et d'Électre. Il peut aussi vous poser la question de la définition du théâtre antique. Le corpus s'y prête à merveille. Vous pourrez d'abord dire que le théâtre naît en Grèce, dans l'Antiquité, que c'est un spectacle religieux, un hymne en hommage à Dionysos, et sur la scène d'ailleurs se trouve un autel dédié à Dionysos qu'on appelle la Timélée, que c'est aussi un spectacle chanté et dansé, spectacle chanté et dansé d'où la présence d'un chœur, faisant le lien entre le public et les acteurs, que c'est aussi un spectacle civique qui engage la cité tout entière, qui rassemble toute la cité autour des Dionysies ou des grands concours liés aux Dionysies où le théâtre se fait. Enfin, vous direz que c'est donc un théâtre politique, car il fait réfléchir la cité sur les notions de justice et de pouvoir. La cité met alors en scène ses valeurs. Il se joue en plein air, il est très codé, l'action, l'histoire, la fable est commentée par les chants du chœur et les danses du chœur et les paroles du coryphée. Répondons maintenant à la question de la place de l'objet dans ces trois extraits de textes de théâtre tragique grec. Notons d'abord qu'il n'y a pas de didascalie externe dans le texte grec indiquant la présence d'objets, mais que la présence d'objets est attestée par les paroles des personnages. Il existe donc dans chacun de ces trois extraits des objets
au nombre de 3, donc, qui ont des fonctions similaires pour 2 d'entre eux. Le premier objet est le filet de Clytemnestre. Il sert à piéger Agamemnon pour le tuer. Le deuxième objet est l'urne contenant soi-disant les cendres d'Oreste, ce qui crée une lamentation du personnage d'Électre, croyant son frère décédé. Enfin, le troisième texte, c'est l'épée d'Oreste pour un duel plutôt tragicomique que tragique. Les 3 objets ont bien une fonction dramatique. En effet, ils servent l'action. Ils servent l'action de Clytemnestre qui peut tuer Agamemnon. Ils servent l'action d'Oreste qui cherche un moyen d'entrer dans le palais et qui utilisera l'urne, urne qui provoquera chez Électre une lamentation, comme on l'a dit. Et enfin l'épée d'Oreste qui permet à Oreste de se défendre dans son duel et de gagner le duel puisque le Phrygien s'enfuit. Seuls le filet et l'urne ont une fonction symbolique. Ici, le tragique est vraiment accentué par le personnage et son lien avec l'objet. Clytemnestre est extrêmement tragique dans cet extrait. Elle montre sa folie meurtrière et se repaît du sang qu'elle a répandu avec ce filet. Électre se lamente longuement sur la mort de son frère et l'urne devient presque la personnification du frère. Enfin, seul le dernier texte, l'épée, n'a aucune dimension tragique car la scène est plutôt d'un genre tragique-comique et la scène se termine bien vite. Dernière partie de notre vidéo avec L'île des esclaves, pièce de Marivaux de 1725, une courte pièce de 11 scènes d'un auteur des Lumières proposant ici une comédie autour de l'inversion des rôles et de l'utopie sociale, faisant à savoir l'égalité entre les hommes. Nous verrons aussi la mise en scène d'Irina Brooke de 2005, qui ici propose un univers plus moderne, avec un jeu très commedia dell'arte, alliant danse, mime, effet burlesque. Irina Brooke est la fille de Peter Brook. Elle dirige actuellement le Théâtre national de Nice. Intéressons-nous maintenant aux objets chez Marivaux et au type de personnage, puisque les objets sont intimement liés au type de personnage. Nous avons en effet dans cette pièce les stéréotypes du maître et du valet. Il y a donc l'épée et il y a aussi les vêtements ou costumes qui ne sont pas décrits mais évoqués dans les changements de rôle. On peut d'abord dire que ces vêtements et cette épée ont d'abord une fonction référentielle. En effet, ils sont marqueurs sociaux et orientent clairement la problématique identitaire et sociale. Ils ont ensuite une fonction dramatique, car ils permettent d'enclencher le changement de rôle, ils sont nécessaires au changement de rôle et participent à l'humiliation des maîtres tout au long de la pièce. Ils sont donc partie intégrante de l'action. Enfin, ils ont une fonction symbolique forte, puisqu'ils sont le signe du pouvoir et de l'humiliation, signe du pouvoir des maîtres, et ensuite de l'humiliation par les valets de leur maître. Une citation de Trivelin le confirme. « Non, ma belle enfant, j'ai bien connu votre condition à votre habit, et j'allais vous parler de ce qui vous regarde, quand je l'ai vu l'épée à la main, dans la scène 2. » Qu'en est-il des objets dans la mise en scène d'Irina Brooke? Eh bien d'abord, on peut dire que nous avons de très nombreux objets et que ces objets permettent d'ailleurs une mise en scène très vivante, très improvisée. Nous avons des valises, des chapeaux, des bonnets, des vêtements qui vont être échangés, comme dans la pièce de Marivaux. Bâton de ski, ça c'est très nouveau. De la malle seront sortis plusieurs objets, la radio, le crâne, la mouette, la chaise ancienne, le miroir, les accessoires de maquillage qui vont accentuer la théâtralité, le service à thé et à champagne qui vont permettre de singer les maîtres. Et on a aussi des objets qui vont changer de destination. Le bâton de ski va figurer l'épée,
dans une improvisation très comique, et la soucoupe va figurer l'éventail dans une improvisation de Frosine très comique aussi. Donc de très nombreux objets qui sont à la fois dramatiques, qui ont aussi une fonction référentielle et une fonction symbolique. Venons-en maintenant à la leçon de la pièce chez Marivaux. Trivelin le dit, les maîtres sont mis en esclavage et vont recevoir ce qu'il appelle un cours d'humanité. De même, à la fin de la pièce, Trivelin, toujours Trivelin, qui semble être le maître de cérémonie, leur dit « Vous avez été leur maître, vous avez mal agi, ils sont devenus les vôtres, ils vous pardonnent. Faites vos réflexions là-dessus. La différence des conditions n'est qu'une épreuve que les dieux font sur nous. Je ne vous en dis pas davantage. Vous partirez dans 2 jours et vous reverrez Athènes. Que la joie à présent et que les plaisirs succèdent au chagrin et célèbrent le jour de votre vie le plus profitable. » On le voit, une leçon de paix, de concorde, d'expérience de l'égalité, on est bien face à une utopie sociale des Lumières. Mais, on le sait, à la fin, les personnages retrouvent leurs conditions. On peut penser qu'ils ont appris à être plus bienveillants avec l'autre et à comprendre que les conditions sont injustes. Et chez Irina Brooke alors, quelle leçon? Eh bien, on peut dire que l'utopie rêvée de Marivaux devient une utopie réalisée chez Irina. Les personnages ont changé de costume. Ils sont tous en blanc et en tenue légère. Les hommes sont torse nus, ils pique-niquent, ils s'embrassent, ils s'aiment en toute liberté. On finit sur une pantomime finale de la version de Swing Low de Louis Armstrong. Swing Low, Sweet Chariot, a été composé par Wallace Willis, un ancien esclave indien Choctaw, affranchi et vivant dans les anciens territoires indiens. Il s'est inspiré de la rivière rouge Mississippi qui lui rappelait le Jourdain et du prophète Élie qui aurait rejoint le paradis dans un chariot. On voit bien ici que c'est le paradis que veut nous montrer Irina dans cette fin très blanche et très lumineuse. Et oui, tout cela se fait sous le regard de Trivelin en tunique blanche qui finira sur la dune éclairée par la lumière. Trivelin, rappelons-le, est ici par un acteur noir. Il transforme donc le sens de la pièce en supprimant le retour à Athènes et à l'ordre social initial. Pour Irina Brooke, l'utopie est bien réalisée. Le correcteur peut vous poser des questions aussi sur le parti pris de mise en scène chez Irina Brooke. Alors on le voit, si on peut parler d'un jeu d'acteur outré, type commedia dell'arte, et très physique, très chorégraphié, avec la présence de Lahadi. Et Lahadi sont des improvisations à l'italienne. Le tissu rouge, la malle à accessoires, l'action de Trivelin, le jeu outré et clownex, issu de la tradition du masque, rappelle au spectateur qu'il est au théâtre. Ce qui nous fait dire qu'on est dans une théâtralité bien revendiquée par Trivelin comme metteur en scène, magicien, maître de l'illusion. On a des changements de costume à vue, un maquillage à vue. De même, Trivelin s'adresse au spectateur et brise le 4e mur. Enfin, cette mise en scène est très rythmée,
très ludique, on l'a vu par les objets nombreux, la musique, le son, les tours de magie. Et si l'on regarde les photos, on voit bien le maquillage clownesque, le jeu physique et comique. Pour finir sur la mise en scène, nous pouvons parler de l'ajout d'un prologue, tout comme l'ajout de l'épilogue dont on a déjà parlé, qui représente une utopie réalisée. Mais ce prologue nous propose bien une pantomime comique qui montre le départ en avion. Les chaises en plexiglas, où sont posés les vêtements des maîtres, sont dans un design très contemporain. Les valises évoquent le XXe siècle. La destination elle-même est anachronique. Les bâtons de ski, portés par Arlequin et les vêtements chauds de tous, nous comprenons qu'ils partent pour les sports d'hiver. Le voyage s'effectuera par la voie des airs et non des mers, comme dans la pièce. La représentation transpose le texte au XXe siècle, installe une mise en abîme, on le voit dans le prologue très théâtral, et rapproche l'action du spectateur grâce à l'épilogue dont on a déjà parlé. Les objets, la musique très présente, les costumes mélangent les références au XXe siècle, années 30, époque contemporaine, années 50. N'hésitez pas à parler pour la musique de jazz, qui est, vous le savez, une musique noire américaine, d'une musique très dansante aussi. Et on l'a vu avec la musique de fin, une musique symbolique sur l'esclavage noir américain, le Negro Spiritual. C'est donc, pour finir, et non pas finir sur un mauvais trait, que je vais enlever tout de suite, mais c'est donc pour finir avec cette mise en scène d'Irina Brouk, très enlevée et très jeune, un voyage temporel, théâtral, une théâtralité revendiquée auquel elle nous convie. J'espère que ce petit tutoriel ou cette petite vidéo vous sera bien utile et je vous souhaite à tous de bonnes révisions.